Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc pour un nouveau Qu'as-tu lu? Excusez-moi, il y a un truc qui dépasse. Et moi, quand ça dépasse, ça me gêne. Voilà. Donc, je vous retrouve donc pour un nouveau Qu'as-tu lu où je vais vous parler de normalement 5 lectures. Je dis bien normalement parce que à chaque fois que je vous tourne un point lecture, voilà, je filme, j'ajoute le générique de début, le générique de fin, je l'upload, voilà, je l'exporte sur YouTube, je fais la miniature, tout se passe bien, et au moment de la mise en ligne, je me dis, merde, j'ai oublié de leur parler de ce bouquin-là. Donc, je dis, bah, c'est pas grave, hein, je repartirai dessus. J'en partirai dessus au dernier Qu'as-tu lu, mais du coup j'ai toujours un bouquin de retard, donc là je me suis dit, il est temps. 1, 2, 3, 4, 4. Que ça? Ah bon? Ouais, bah, ouais, on va partir là-dessus, on va partir du 4e. Et puis bah, peut-être que si l'envie m'en prend, je vous parlerai du 5e, qui n'a pas été franchement une grosse réussite. Mais bon, hein, c'est pas grave, sinon je le garderai pour le prochain Qu'as-tu lu. Voilà, mais là au moins ce sera, comment dire, ce sera pleinement conscient, on va dire. Donc, j'ai lu Chère Mamie au pays du confinement de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Alors, je ne vous présente pas Virginie Grimaldi. C'est une jeune femme que j'aime beaucoup. J'ai lu quasiment tous ses romans. Il me reste d'ailleurs son tout dernier, et il nous restera ça à lire. Ici, alors, on retrouve la correspondance de l'autrice avec sa mamie, mais dans un contexte cette fois-ci un petit peu particulier, car ce sont des correspondances qu'elle a envoyées à sa mamie pendant le confinement, le premier confinement, ce qu'on appelle le premier confinement, celui qui a eu lieu de mars à mai 2020, où toute la vie s'était arrêtée, où on était réellement confinés chez nous. Du coup, Virginie Grimaldi, par ses petites notes à sa mamie, nous retrace notre quotidien dans cette période si particulière qui nous est tombée sur le rable. Telle une chose que l'on n'attendait pas du tout. Ça a été une situation complètement inédite. Et du coup, on a été obligé d'adapter nos comportements à cette période inédite. Et autant vous dire qu'on a eu tous, tout à chacun, à un moment, des comportements inédits également. Et avec tout l'humour qui caractérise Virginie Grimaldi, on a toutes les palettes de situations par lesquelles nous sommes tout à chacun passés pendant cette période si particulière, que ce soit par le ravalement de façade, parce qu'évidemment les esthéticiennes étaient fermées, donc il a tout fallu faire soi-même, les coiffures, refaire les couleurs, ce qui passait par des situations complètement cocasses, faire l'école à la maison pour les enfants, faire à manger, redécouvrir. Alors pour ceux qui avaient la chance d'avoir un jardin, faire le tour du jardin et s'extasier du bonheur de pouvoir sortir un petit peu. Enfin bref, on a ici toute la palette de l'humour de Virginie Grimaldi, et ainsi que toute la tendresse aussi qui émane de cette personne, tendresse qu'elle a vis-à-vis de ses enfants, de son mari, mais également vis-à-vis de sa grand-mère et de son papy, évidemment, bien qu'elle s'adresse plus à sa mamie qu'à son papy, mais moi ça m'a beaucoup touchée, j'ai ri, mais j'ai ri, j'avoue que j'ai pouffé et gloussé comme une dinde à certains moments, même quitte à éclater franchement de rire à certaines scènes qui m'ont tellement parlé, ça m'a
renvoyer quand même quelques années en arrière. Mais parce que bon, on est quand même en 2022, il y a quand même 2 ans quand même que ça nous est arrivé tout ça. Et j'ai beaucoup ri et j'ai été émue aussi par la tendresse qui émane de ces missives, la tendresse qui émane de Virginie Grimaldi vis-à-vis de sa mamie. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et cerise sur le gâteau, tous les bénéfices de ce livre sont reversés aux hôpitaux de Paris, aux hôpitaux de France. Parce que, voilà, le confinement et la crise du Covid a également démontré que les services de santé français étaient dans la détresse. On a souvent tiré la sonnette d'alarme comme quoi l'hôpital manquait de moyens. Et ben, la crise du Covid nous a clairement montré que c'était vrai, il manquait de moyens. Rappelez-vous quand on voyait les images des soignants qui n'avaient même pas de blouse et oui c'est ça, de blouse pour pouvoir faire leur travail et voilà, qui taillaient des blouses dans des sacs poubelles. On en est arrivé là. C'était peut-être un peu grossir le trait, quoique je pense que dans certains cas c'était à peine effleurer la réalité. Néanmoins, on a vraiment vu que l'hôpital public avait énormément souffert des coupes budgétaires qui ont été faites tout au long de ces années par les différents gouvernements, tous bords confondus. Et voilà, je ne vais pas faire de politique, mais il faut arrêter de taper sur un groupe ou sur un autre. Ils sont tous coupables, tous autant qu'ils sont de n'importe quel bord. Et que ce soit le gouvernement ou les députés qui ont quand même voté les budgets. Voilà. Et dans les députés, il n'y a pas que ceux qui sont au gouvernement, il y a aussi ceux qui sont dans l'opposition. Voilà. La petite parenthèse est en fait, voilà, sachez que tous les bénéfices de ce roman sont reversés à la Fondation de France, Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, pour aider le quotidien des soignants et des patients. Donc, vous passerez un excellent moment, une bonne tranche de rigolade et vous ferez également une bonne action. Voilà. Il y a un vent, les gars. J'ai mon foyer qui se prend pour un drapeau. Bref. Autre lecture, et on change complètement de style, avec La forêt des disparus d'Olivier Bal, paru aux éditions XO. Rappelez-vous, il y a quelques semaines de ça, je lisais le premier roman de l'auteur avec son personnage principal, Paul Green, dans l'affaire Clara Miller. Ici, c'est le deuxième roman avec Paul Green en tant que personnage principal. On retrouve donc notre cher Polo. 5 ou 6, je crois que c'est 5 ou 6 ans après les événements de l'affaire Clara Miller. Il s'est installé dans une cabane au fin fond d'une forêt. Au fin fond d'une forêt, donc, assez reculée, dans une petite bourgade appelée Redwoods. Il se mêle très peu à la population. Il fait d'ailleurs peur aux gens. Hein. D'abord, il l'appelle l'étranger là-bas, c'est pas pour rien. Les gamins du coin jouent à se faire peur en essayant d'aller frapper à sa porte. Enfin, puis ils s'amusent. Hein. Paul Green s'amuse quand même à leur foutre les miches aux gamins. Et ben, parallèlement à ça, on suit aussi Lorraine, qui est adjointe au shérif, et elle enquête sur des affaires de disparition de randonneurs ou de touristes qui ont lieu depuis plusieurs années et dont tout le monde se contrefout. Je m'explique. Tant que... alors évidemment, quand ces gens disparaissent, il y a des battues qui sont organisées pour essayer de les retrouver, donc forcément, bon, ça suscite un petit peu l'émotion, parce que c'est toujours quand même dramatique d'avoir une disparition. Néanmoins, on sent bien que les volontés s'émoussent au fur et à mesure des disparitions, parce qu'on est quand même content que ce ne soient pas des gens du coin. Hein, c'est des étrangers, c'est des touristes de passage, c'est triste, c'est malheureux, mais bon, ce ne sont pas des gens de Redwood, donc à la limite, hein, on s'en fout un petit peu. Voilà. Sauf que Lorraine, elle est déterminée à trouver le fin mot de l'histoire, et qu'elle, pour comble de malheur, une nouvelle disparition a lieu. Elle va tout faire
pour essayer de retrouver la jeune femme, pour retrouver la jeune femme du coup qui a disparu. Hélas, on va la retrouver décédée quelques jours plus tard. Je vous spoil rien, c'est au tout début du roman. Et bien évidemment, notre ami Polo et Lorraine vont être amenés à se rencontrer par le biais d'une gamine de 13 ans qui s'appelle Charlie, qui a vu quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Elle est en danger, elle a peur, elle est blessée, et elle ne trouve rien de mieux que d'aller taper à la porte de l'étranger, celui que tout le monde craint, que tout le monde déteste, et donc forcément, elle se dit que personne ne viendra la chercher chez lui. Ce qui est un raisonnement assez logique pour une gamine de 13 ans. Donc, voilà, ça commence comme ça. Et au départ, Polo, il n'a pas envie de recéder à ses vieux démons, d'enquêter pour enquêter et de se perdre encore une fois dans une enquête. Sauf que chasser le naturel, il revient au galop. Et il faut aussi savoir que notre Paul Green, il a une fâcheuse tendance à ouvrir sa grande gueule face à l'autorité, et on sait bien que c'est ce qui va lui amener 99,9% de ses emmerdes. Et là, ça va pas manquer, il va une nouvelle fois ouvrir sa grande gueule, il va une nouvelle fois fourrer son nez là où il n'aurait pas dû fourrer son pif, et arrive ce qui arrive, il va lui arriver des emmerdes. Voilà. Alors, dans ce deuxième opus, je pense que je l'ai grandement préféré au premier, car on rentre tout de suite, il n'y a pas de temps mort, il y a de l'action, on ne s'ennuie pas, il y a des rebondissements aux fins de chapitre qui donnent envie de tourner les pages. Et alors, il faut savoir que les chapitres sont très très courts, il n'y a pas de temps mort, et moi j'ai beaucoup aimé ça, autant que dans la première enquête dans l'affaire Clara Miller, il ne se passait pas grand-chose, c'était une enquête, mais bon, on y allait mollo. Tandis que là, il y a de l'action à tous les coins, il n'y a pas de temps mort. J'ai vraiment préféré ce tome 2 à l'affaire Clara Miller. Donc, j'espère que Méfiez-vous des anges, le troisième opus qui est derrière moi, soit de la même facture que celui-ci, parce que j'ai vraiment passé un excellent moment. J'ai vu des choses arriver. Je mentirais en disant que j'ai pris une clacasse, c'est pas le cas, mais j'ai vu des choses arriver, d'autres non, ce qui m'a plu aussi, parce que j'aime bien une surprise, mais j'ai quand même préféré celui-ci donc au premier, à l'affaire Clara Miller. Il n'y a pas de temps mort. Si vous voulez un thriller qui se bouffe, c'est le moment. Allez-y, foncez dans la forêt des disparus d'Olivier Bal. Alors par contre, ne vous perdez pas dans cette forêt parce que vous arrivez des bricoles. Voilà. Vous risquez de croiser des gens pas très fréquentables. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce roman, c'est l'exploitation de la légende que l'auteur a fait. C'est extrêmement bien fait. Il a tricoté une intrigue assez complexe sur une légende très peu connue. Et franchement, rien que pour ça, c'est à lire. Parce que, moi, je me suis régalée de bout en bout avec ce roman. Le personnage féminin de Lorraine est extrêmement intéressant. Au début, on sent qu'elle est tête brûlée, elle est sans cesse sur le fil. On nous dit qu'elle a subi un drame dans sa vie, ce qui la pousse à faire des choses complètement inconsidérées. Au bout d'un moment, je me suis dit, ma pauvre fille, mais arrête quoi, c'est trop. C'était à la limite du trop, de la surenchère. Et puis, finalement, elle s'est un petit peu calmée. Et on a vu à la place la souffrance de cette femme, de cette maman, parce que c'est une souffrance de maman. Je ne vous dis pas pourquoi, mais c'est une souffrance réelle, une colère qui la bouffe et qui la pousse à justement à trouver la vérité, à faire la lumière sur toute cette affaire des disparus de Redwoods.
Et rien que pour ça, voilà, c'est vraiment un excellent, excellent roman, thriller, page-turner, idéal pour l'été. Alors, c'est très frais hein, pour un thriller en été, c'est très frais. Ceci dit, si vous allez faire une balade en forêt après, il se pourrait bien que vous ayez un petit peu les biches. Voilà. Ensuite, on rechange encore une fois de registre avec la 8e fille de Terry Pratchett, le tome 3 des Annales du Disque Monde, aux éditions Les Atalantes. Je poursuis mon challenge l'été en série. Alors, moi, mon idée de base quand même, hein, c'était d'avancer le plus possible dans la saga des Annales du Disque Monde. Vous voyez, selon les différents catulus que je vous propose chaque semaine, que je lis d'autres sagas. J'en commence, j'en termine, j'en poursuis. Et je ne lis pas malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je ne lis pas malheureusement que les Annales du Disque Monde, bien que j'aimerais, mais il y a tellement de choses que j'ai envie de lire que voilà, je ne peux pas. Mais voilà, je me dis un ou deux de temps en temps, voilà, un ou deux d'affilée, ce serait pas mal. Donc là, j'ai lu la 8e fille. Là, du coup, on quitte un petit peu le mage Rincevent qu'on avait découvert dans les 2 premiers tomes. Et ici, l'histoire commence dans la petite bourgade de Trouduc. Ça, tout est vrai, hein. Tout est absolument vrai. La petite bourgade de Trouduc où on rencontre un vieux mage, qui est sur le point de casser sa pipe. Et il veut transmettre ses pouvoirs et son bâton, qu'on appelle un bourdon, au 8e fils du 8e fils, parce qu'on devient mage de 8e fils en 8e fils. Et donc, il va voir le forgeron du village de Trouduc, et alors, du coup, il lui dit qu'il va confier son bâton à son 8e fils. Ça tombe bien parce que sa femme est en train d'accoucher de son 8e enfant. Et voilà, la femme accouche, le bébé est emmailloté, le mage lui transmet le bourdon, il casse sa pipe, pour lui, tout se passe bien. Sauf que le 8e fils en question est une fille. C'est une fille, elle s'appelle Escarina. Et voilà, l'histoire commence ainsi. Le chapitre suivant, Escarina a bien grandi, elle a 8 ans, je crois. Et bon, elle vit dans sa famille, elle est un petit peu la dernière roue du carrosse. Hein, elle se fait largement chambrer par ses frères et sœurs. Et la vieille dame du village, Messire du Temps, l'a prise en affection. Elle essaye de lui inculquer un petit peu des tours de magie, parce que la sorcellerie est l'apanage des femmes. Sauf que Mémé, elle sent bien que Escarina, elle a un autre potentiel en elle, et elle apprend la vérité, à savoir qu'elle est potentiellement en phase de devenir mage, sauf que le problème de taille, les femmes ne peuvent pas être mages. Alors vous allez me dire, d'où est sorti ce précepte? C'est écrit nulle part. Comme le disent les mages eux-mêmes, il n'y a eu aucun précédent. Sauf que, voilà, les hommes étant ce qu'ils sont, ils veulent conserver leur pouvoir. La magie de mage doit rester l'apanage des hommes. Les femmes, la sorcellerie, c'est très bien pour eux, c'est très bien pour elles. Hein. Manier les herbes, manier les plantes, quelques sortilèges de ci, de là, pour soigner, c'est suffisant. Mais la vraie magie, la magie de bonhomme, la magie sévèrement burnée, c'est pour les mages. Tout le roman va consister à démontrer aux hommes, aux mages, que les femmes peuvent être tout aussi bien mages comme les hommes peuvent l'être. Et on va suivre le périple et l'apprentissage d'Escarina en tant qu'apprenti mage. Et autant vous dire il n'y a pas de temps mort. Il lui arrive des aventures grandiloquentes, rocambolesques et complètement
hallucinante pour une gamine de 8 ans. Le bourdon, le bâton là, de mage, par moment on se demande s'il n'est pas doté d'une vie propre, s'il n'est pas un petit peu humain, parce que il y a des fois quand on lui parle mal, eh ben, monsieur est vexé. Hein, voilà, monsieur est vexé, il boude. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un bourdon qui boude, mais la façon que c'est retranscrit là-dedans, c'est quand même assez drôle. Hein. Moi, j'aimerais bien voir un bourdon bouder. Hein. J'ai potentiellement regardé le manche de mon balai pour voir s'il boudait quand je l'envoyais chier, parce que j'avais pas envie de faire le ménage. Et ben, le manche à balai est resté un manche à balai. Hein. Il n'a pas bronché. Bon, voilà. Voilà, ces considérations étant faites, j'ai beaucoup aimé ce troisième tome. Je me suis éclatée en le lisant. Je l'ai bouffé en même pas une journée, tellement ça se lit, mais ça se lit, mais quasiment d'une traite. C'est très très drôle. Il y a des situations complètement rocambolesques qui sont très très drôles, très, très deuxième, voire troisième degré. Mais Messire du Temps est un personnage haut en couleur, vraiment. Ne serait-ce que pour chevaucher un balai, pour une sorcière, hein, quand même, elle m'a fait mourir de rire parce qu'elle a la trouille sur le balai. Elle a la trouille sur le balai alors que c'est quand même censé être une sorcière. Enfin, voilà, tout ça pour vous dire que ça nous donne quand même des situations assez drôles. Mais voilà, je me suis régalée avec ce troisième tome. J'ai programmé la lecture du tome 4 la semaine prochaine, donc vous aurez très probablement mon retour sur le tome 4 de la saga dans le prochain Qu'as-tu lu. En tout cas, si vous ne connaissez pas, si vous voulez tenter la saga, allez-y, franchement, pour l'instant, ce n'est que du bonheur, en sachant que j'en suis au tome 3, et il y a 42 tomes. Autant vous dire qu'on n'est pas dans la mouise. Enfin, je vais vous parler du dernier roman dont je voulais vous parler, mais avant toute chose, je vais brancher ma batterie avant qu'elle ne me coupe la chic. Et voilà. Donc voilà, maintenant que je suis branchée, je n'ai plus aucune crainte d'être coupée dans mon élan. Ensuite, donc j'ai lu voilà, sur ma liseuse de Rouage et de sang, le tome 2, Le Trésor du Pink Lady de A.D. Martel aux éditions Scrinéo. C'est un service presse que j'ai eu grâce à Annette Gallet. Je vous mettrai la couverture ici. Rappelez-vous, j'avais adoré le tome 1. Il y avait beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Les personnages étaient très attachants, très forts. Et ici, on retrouve nos personnages principaux. Alors, je ne vais pas vous spoiler ce qui s'est passé au tome 1. Tout ce que je vais vous dire, c'est qu'on va retrouver Rowena, œil de pirate, et Eugène sur un navire. Et quelle ne va pas être leur surprise de découvrir que ce navire est un navire pirate, avec un équipage de pirates et un capitaine pirate, femme. Le capitaine du navire est une femme. Il va leur arriver énormément de nouvelles aventures. Ils vont voilà, sillonner les mers. Ils vont apprendre. Alors là, on a deux clans. On a le clan Eugène, Rowena, œil de pirate et Monsieur Gratouille. J'avais oublié Monsieur Gratouille. Comment oublier Monsieur Gratouille? D'un côté. Et de l'autre côté, vous avez l'équipage pirate. Vous avez deux clans, deux familles qui vont s'opposer. Et au fur et à mesure de leur cohabitation, alors autant vous dire que la cohabitation au départ va pas être simple, parce qu'il va falloir qu'ils s'apprivoisent tout à chacun. Ça va pas être facile, mais ils vont y arriver. Et ces deux clans vont former un nouveau clan, une nouvelle famille. Ils vont créer et nouer des liens extrêmement forts les uns avec les autres. Alors autant vous dire qu'il y a des personnages hauts en couleur, des personnages extrêmement forts de caractère. Les nombreux conflits qu'il y a entre la capitaine et œil de pirate sont quand même assez savoureux, parce que j'ai vu venir comment ça allait se terminer entre eux, mais c'était tellement drôle, c'était tellement rigolo de les voir s'affronter tous les deux, parce que ils sont aussi têtus l'un que l'autre, ils sont aussi machus, hein, comme on dit chez moi, mais alors, les joutes verbales, c'était absolument savoureux entre les deux. J'ai beaucoup aimé aussi la relation qui s'est nouée entre Rowena et Eugène.
Voilà, ils ont eu beau grandir dans deux milieux différents, ils se, voilà, ils se ressemblent quand même beaucoup tous les deux. J'ai vraiment beaucoup aimé la tournure qu'a eu les deux, la relation qu'a pris ces deux personnages. Et puis bah, le Pink Lady, le navire pirate, où on nous l'a décrit, c'est absolument voilà, c'est prodigieux. Bah, vous voyez le Black Pearl, bah, bon, vous voyez le Pink Lady. Moi, en termes de Pink Lady, hein, je m'étais arrêtée à la pomme, hein, parce que c'est ça que je connaissais, hein, en termes de Pink Lady. Je m'étais arrêtée à la pomme. Maintenant, il y a la pomme, mais il y a aussi le navire pirate. Donc voilà, je me suis enrichie en termes de Pink Lady, n'est-ce pas? Voilà, c'est une saga jeunesse en 2 tomes. Donc ça y est, j'ai terminé. Donc autant vous dire que le challenge d'été en série bat son plein. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saga jeunesse qui peut être lue par, par les jeunes, oui, par les jeunes à partir de 13-14 ans. Ça peut être largement lu par les adultes, évidemment, comme une autre clé de lecture. C'est ça qui est hyper intéressant aussi dans la lecture jeunesse. Moi, franchement, j'ai passé un excellent moment. Il y a du steampunk, il y a des pirates, il y a de l'amitié, il y a de la loyauté, il y a des retournements de situation, il y a des méchants vraiment très très méchants. Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette saga jeunesse parue chez Scrinéo. Pour terminer la vidéo, je vais vous montrer quelque chose que j'ai fabriqué moi-même. Alors, j'achète de temps en temps des marque-pages chez les copines créatrices. Je vous avais montré le marque-page que j'avais acheté chez Léa Boucadict, chez Solivresse, chez Pikiti. Et puis, là, j'avais une grosse envie de marque-page. Une grosse envie de marque-page. Le problème, c'est que je me suis dit, je ne vais pas encore acheter des marque-pages parce que j'allais me faire engueuler par mon bonhomme. Je dis, oui, t'achètes tout le temps des marque-pages, t'as déjà plein de livres. Je dis, oui, mais enfin bon, les marque-pages, c'est bien aussi. Hein. Bref, j'avais une grosse envie de marque-page. Et comme j'avais envie de me... J'avais pas non plus envie d'engloutir tout mon salaire dans le marque-page. Parce que quand même, les copines créatrices, elles créent. Hein, et il y a des moments, j'ai quand même envie de tout acheter, ce qui n'est pas complètement raisonnable. Donc, pour assouvir mon envie de marque-page, je me suis dit, relève tes manches et puis fais-en toi-même. Ce que j'ai fait. Donc, je me suis amusée à faire des marque-pages, comme ceci. Voilà, donc là, vous avez Monsieur Harry Potter. Ici, vous avez, sur le thème de Harry Potter aussi, là, vous avez le 9 3/4, les valises, le train, Poudlard. Qu'est-ce qu'on en a laissé? Voilà, on a la cicatrice d'Harry ici. Celui-ci que j'aime beaucoup. Voilà. Un petit sur le thème de Snoopy et Charlie Brown. Voilà, vous avez ici Charlie Brown, on a l'impression qu'il a volé quelque chose de pas frais. Ici Woodstock qui se font la gueule. Et le petit dernier qui est dans ma lecture en cours, qui est Changer de ciel pour mieux voir les étoiles de Sandra Martineau chez XO. Et j'ai celui-ci sur le thème de Paris, que je trouve très chic. Voilà. Alors, que tout le monde se rassure, que personne ne panique, je ne vais pas ouvrir de boutique de marque-page. Non. Respirez, soufflez, détendez-vous. Non, c'est juste pour mon plaisir perso. C'était juste pour enrichir ma collection de marque-pages. Et au moins, j'ai le plaisir de dire que c'est moi qui les ai faits. Voilà. Donc, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas aussi à me dire si vous les avez déjà lus et ce que vous en avez pensé. Vous savez que j'adore vous lire. N'hésitez pas à mettre une pluie de pouces bleus, une pluie de commentaires, même si c'est qu'un petit smiley, un petit coucou, un petit smiley qui rigole, un petit smiley qui a trop chaud, parce que c'est peut-être encore possible que vous ayez encore chaud là où vous habitiez. L'essentiel, c'est que vous montriez que vous êtes là. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne.
Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très bonne journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!